Parmi les versions existantes de l'homme araignée, il en existe une vraiment particulière, qui possède un univers unique en son genre. Un costume qui est pour moi parmi les plus iconiques et les plus incroyables. C'est un personnage qui mérite qu'on s'intéresse à lui. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de Spider-Man Noir. Tout commence à New York dans les années 30. Un jour, les forces de l'ordre ont débarqué au Daily Bugle. Les gens ne comprenaient pas, mais rapidement, on apprend que tout était parti d'un appel venant du bureau de Jameson. D'après ce qu'ils savent, une personne s'est fait passer pour Jonah Jameson avant d'appeler le commissariat pour informer avoir été blessé par balle. Alors, pour en être sûr, ils ont sécurisé les lieux avant de défoncer la porte de son bureau. Jonah Jameson a bien reçu une balle. Et chose encore plus troublante, un homme était là et attendait. Cette personne, c'est Spider-Man Noir. Et c'est justement sa première apparition dans l'histoire. Enfin, pour nous lecteurs, mais pas dans l'histoire en elle-même, car tout ne commence pas vraiment là. Rapidement, il sera tenu pour responsable des blessures par balle de Jonah Jameson. Il va tenter de les raisonner, mais c'est impossible. En plus d'être le suspect principal, il possède une arme entre les mains. Alors, n'ayant pas le choix, il crée un sacré chaos avant de prendre la fuite. Les forces de l'ordre iront jusqu'à le traiter de monstre et vider leur chargeur sur lui. Ils réussiront à le blesser, mais malheureusement pour eux, avec les capacités de Noir, il est impossible de savoir s'ils l'ont réellement touché ou simplement perdu sa trace. Rapidement, ils font le lien. Jonah Jameson avait totalement raison concernant Noir. C'est un monstre. Il pense qu'il était venu pour se venger de lui. Ça, c'est Noir, mais son histoire n'a pas vraiment commencé à ce moment-là. Tout commence en hiver. Et avant tout cela, avant qu'il ne devienne noir, il était un homme faible. La société dans laquelle il évolue est assez cruelle, mais vraiment très cruelle, par rapport à celle que nous avons connue avec la version originelle de Spider-Man. Lorsque l'hiver arrive, certains meurent dans les rues. D'autres se battent pour survivre. Et quelques-uns, comme un certain journaliste du Daily Bugle, nommé Ben Urich, se transforme en une sorte de charognard. Ils demandent aux sans-abri de montrer leur tristesse, la faim dans leurs yeux, leur désespoir, juste pour pouvoir prendre une photo qui choque et marque les esprits. Alors ce n'est pas tout, car dans l'histoire que nous suivons, Tante May est complètement différente. Elle reste toujours aussi vieille, mais ici c'est une combattante qui rassemble les plus faibles pour leur faire comprendre qu'il n'était pas normal que les classes dirigeantes soient assises confortablement pendant que les gueux restent dans la boue. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent au chômage et dans la rue à cause des suppressions d'emplois. Lorsqu'ils osent manifester, ils se retrouvent à devoir affronter l'armée. On n'hésite pas à utiliser des chars et les gaz lacrymogènes. C'est la raison pour laquelle Tante May essaie de réveiller les citoyens pour leur faire comprendre qu'un changement de gouvernement n'allait absolument rien changer à leurs conditions. Lors de son discours, un groupe est arrivé, celui d'un certain Gobelin. Et ce groupe est réputé sous le nom des exécuteurs. Ox, Fancy Dan et Montana. En voyant cela, Peter intervient pour protéger sa tante. Sauf qu'il se fera tabasser et traiter comme un gamin inutile. Tante May va tenter à son tour de les arrêter et malheureusement, elle sera aussi attrapée. Le journaliste du Daily Bugle en profitera pour prendre une photo et utiliser les images qu'il a prises pour les menacer. Soit il libérait ces gens et partait, soit il continuait et le lendemain, leur tête serait à la une du Daily Bugle. L'un des hommes nommé Ox veut en venir aux mains, mais son camarade l'arrête, car s'en prendre à lui reviendrait à se tirer une balle dans le pied. Résultat, à la fin, c'est Urich qui l'emporte. Ils ont été obligés de les laisser partir. Assurer leur sécurité, Urich décide de les conduire avec sa voiture. De cette façon, il était certain qu'on n'allait pas s'en prendre à eux. Tout cela n'a fait que les agacer. Et ils attendaient le bon moment pour pouvoir se débarrasser du journaliste. Quelque temps plus tard, Urich conduira Tante May à son domicile. Il s'avère qu'elle vivait dans un centre d'aide dans lequel elle aidait justement les sans-abri, leur accorder des repas chauds et un endroit où se mettre à l'abri du froid. Il s'avère aussi que l'oncle de Peter, à savoir l'oncle Ben, a été tué par la bande du Gobelin. Et Peter était persuadé que c'était eux les coupables, tandis que Tante May restait bien plus calme et mesurée sur ses paroles. Pour elle, ce n'était pas sûr que la bande du Gobelin soit responsable. On a vraiment l'impression qu'elle refuse d'accepter la réalité. Et en vérité, elle était effrayée, mais devait rester forte pour pouvoir aider ceux en difficulté. Quant à Peter, il apparaît comme un adolescent impulsif qui manque de clarté, un peu naïf et surtout très culotté. Ce dernier ne comprenait pas pourquoi les gangsters s'en prenaient à eux alors que
que leur cible était le système. Il était en colère et Ben Urich avait vu cette colère en lui. Alors au lieu de simplement partir et le laisser, il a décidé de le prendre sous son aile. Au début, lorsqu'il l'avait pris sous son aile, il voulait le briser en lui montrant la dure réalité de la vie. Et pour commencer, il l'a conduit dans le bar le plus branché de la ville et lui a montré un autre monde. Pas seulement cela, il l'a aussi présenté à une certaine Felicia Hardy, qui était la propriétaire de l'établissement. Bon, je la présente, mais elle n'aura pas une grande importance dans l'histoire. Mais important à savoir, elle a refusé la demande en mariage d'Urich à de nombreuses reprises. Bien que Peter semblait faible, certains considèrent qu'il a une grande gueule. En d'autres termes, il sait répondre quand on le cherche. Mais se défendre physiquement est une autre histoire. On apprend que la presse avait un pouvoir assez conséquent. Après tout, c'est le 4e pouvoir. Ce qui explique pourquoi la bande du Gobelin n'a pas osé s'en prendre à Ben Urich. Intrigué, Peter cherche à savoir pourquoi il l'a conduit dans un tel endroit. En fait, il veut le persuader d'arrêter tout cela, lui et sa tante, car il les apprécie et sait qu'un jour, cela pourrait mal finir. Pour lui, tout ça n'était qu'un rêve, être socialiste et œuvrer pour le bien commun. Il lui demande donc de regarder autour de lui et de voir la réalité. Cet homme est Jamie Strader, le maire de la ville de New York. Cette femme n'est pas sa femme, mais une femme qu'il a pris pour répondre à ses désirs. À gauche se trouvait l'inspecteur en chef Ryan, et l'homme qui lui lèche les bottes pour rester dans ses bonnes grâces, c'est Emilio Alcuno, l'homme qui possède la moitié des maisons blanches de New York. À côté se trouvait Adolphus Crane, l'industriel dont son oncle, l'oncle Ben, avait organisé des manifestations qui ont permis de fermer 3 ateliers de travail. Et dans tout ça, il y avait Norman Osborn, le Gobelin. En lui montrant tout cela, il voulait lui faire comprendre que tout était lié. S'ils attaquent le système, alors le système demandera à ses alliés, gangs, voyous et autres d'agir. En réalité, le Gobelin se fichait d'eux et même de leurs actions, mais il agit uniquement lorsqu'on lui offre un bon chèque. Derrière, les forces de l'ordre n'agissent pas et font mine de n'avoir rien vu. Peter comprend alors que ce sont eux qui ont tué son oncle Ben. Et la police est au courant mais a juste préféré fermer les yeux. Urich décide alors de lui dire la vérité. Emilio Alcuno a conclu l'affaire concernant le meurtre de son oncle. Adolphus Crane a payé les honoraires de la personne qui devait agir. Ryan, l'inspecteur en chef, a fait en sorte que la police ferme les yeux et le maire n'intervient pas, se contentant de prendre un pourcentage. Alors Peter demande pourquoi on appelle Osborn le Gobelin. Jusqu'à maintenant, personne ne savait vraiment pourquoi. Et personne ne sait non plus pourquoi il parcourt tous les cirques pour recruter ses hommes de main. Raven à ses côtés est un dresseur d'animaux. Le vautour est un intello et avant que le Gobelin ne le recrute, il vivait dans une cage et dévorait la tête des poulets. Il était si terrifiant que tout le monde l'évitait. Après les avoir remarqués, Osborn vient le voir et le provoque en appelant son oncle l'agitateur. Il ira jusqu'à lui partager les détails concernant la mort de son oncle. On raconte qu'il a été déchiré par des chiens sauvages. Et vu qu'il possède une grande gueule, Peter fait comprendre que les gens qui ont tué son oncle ne sont que des ordures avant de lui jeter du whisky à la figure. Ce qui va rapidement installer une tension. Le vautour voulait le tuer, mais Osborn l'arrête car il ne pouvait pas faire ça dans ces lieux. Juste après ça, Felicia va le mettre à la porte. Pour elle, ce n'était qu'un gamin fouteur de troubles. Chose encore plus surprenante, tout cela ne fait rien à Peter. D'ailleurs, il éclate même de rire. Ce qui le fait rire, c'est la tête d'Osborn après qu'il ait reçu le whisky sur son visage. Lorsque Urich essaie de lui parler, Peter se met en colère et lui demande alors quoi? Allait-il lui faire la leçon de morale? En fait, dans cette situation, Peter n'avait pas compris que la seule chose qui le gardait encore vivant, c'était Urich. Mais ce dernier ne lui a rien dit et lui a simplement demandé de rentrer. Mais Peter était déterminé et lui a fait comprendre qu'il avait saisi son message. S'ils pensent qu'ils ne peuvent pas les combattre, il avait tort. Il n'allait pas fermer les yeux ni fuir. Alors Urich lui a demandé s'il voulait vraiment faire quelque chose. Quelque temps plus tard, Peter a rencontré Jonah Jameson. La raison, c'est qu'Urich avait fait son éloge et l'avait informé qu'il n'était qu'un orphelin ayant perdu son oncle. L'oncle Ben était réputé pour être un homme bon. Alors Jameson a tenu à le rencontrer pour lui faire l'offre de rejoindre le 4e pouvoir. Mais Peter refuse. Il voulait étudier les sciences. Le problème, c'est qu'il n'avait pas d'argent pour payer les frais d'université. Alors il devait travailler pour pouvoir les financer. Encore une fois, Peter refuse. Jonah va lui crier dessus en lui demandant de se réveiller. Il lui fait toute une leçon de morale en lui disant par exemple qu'il y avait des couples qui vivaient dans les rues, qui n'avaient nulle part où aller et d'autres qui mouraient
mourir de faim dans un pays riche où les plus aisés profitent de cette richesse. Il voulait qu'il mette en lumière toutes ces histoires qui semblent banales pour certains. Il voulait qu'il les rende importantes. C'est justement, d'après lui, ce que faisait Urich. Alors, Jonah a fait un énorme discours à tel point qu'à la fin, Peter se sentait mal et coupable. Il décide alors de demander conseil à Urich qui, sans attendre, accepte de lui enseigner. Depuis lors, Peter restait toujours avec Urich. Et d'ailleurs, Ben Urich a remarqué que la colère qu'il avait vue dans les yeux de Peter n'avait pas changé. Encore plus effrayant, elle s'était intensifiée chaque fois qu'il voyait une injustice. Il s'avère qu'Urich se voyait en lui plus jeune. Pour lui, il était pareil, et c'est pourquoi il l'a pris sous son aile. Une nuit, ils ont suivi l'information d'un policier concernant une personne qui devait de l'argent au gobelin. Ils ont menacé sa famille, alors l'homme a pensé que s'il venait à mourir, le gobelin laisserait sa famille tranquille. Il s'est donc donné la mort par pendaison. Hélas, malgré cela, ils sont revenus, car désormais c'est sa femme qui avait hérité de sa dette. Et le gobelin recouvre toujours ses créances. Après ce jour, Peter s'est confié à lui. Peter savait parfaitement que tout le monde connaissait le coupable, mais que tous avaient peur de parler, et tout cela le mettait en colère. Pour lui, un jour, quelqu'un devait prendre la parole, avoir le courage de dire la vérité pour mettre fin à tout ça. Et dans tout cela, Peter lui a aussi raconté le jour où l'oncle Ben a été tué. Ce jour-là, ils ont trouvé des marques de cordes. L'oncle Ben avait été attaché pour qu'il ne puisse pas bouger, puis battu. Encore vivant, ils ont lâché des chiens sauvages sur lui. Et la personne qui a trouvé son corps inerte, c'est Peter. Après avoir entendu son histoire, Urich a compris qu'en réalité, il ne comprenait pas la colère de Peter, car cette dernière était alimentée par la perte qu'il avait subi. Il comprend que Peter avait toutes les raisons d'être comme il est, toutes les raisons de céder, de tomber du mauvais côté. Dans l'histoire, ce que Peter ne savait pas, c'est qu'il s'était trompé. Lorsque l'oncle Ben se faisait battre, lorsqu'il avait été livré aux chiens, il y avait une personne en plus parmi tous ceux qui étaient présents. Il était là lui aussi et voyait tout le massacre. Urich est aussi complice. Depuis lors, à savoir depuis que Urich a pris Peter sous son aile, il est toujours resté à ses côtés comme un assistant. 2 semaines se sont écoulées et durant ce temps, ils ont vu d'innombrables catastrophes. Peter n'a pas changé à garder son esprit de justice, à tel point qu'en fin de compte, Urich, qui était un vieil homme plutôt blasé, a fini par devenir comme lui, en colère. Mais alors ici, on pourrait se demander pourquoi cette fois-ci il est en colère, alors que d'habitude, quand il y a des massacres, eh bien il n'agit pas vraiment. Eh bien, c'est très simple, c'est l'injustice de trop. Il n'y a pas de travail, donc pas d'argent. Beaucoup de familles se retrouvent à ne pas pouvoir payer leur loyer. Les retards s'accumulent avec le temps et les propriétaires se retrouvent en difficulté car il n'y a plus d'argent qui rentre. Et en plus de cela, le secteur de l'immobilier s'écroule. Alors, ils ont trouvé la solution miracle, l'assurance. Ils provoquent des incendies tout en sachant qu'il y a encore des gens à l'intérieur. Mais cela n'avait aucune importance car à la fin, ils récupèrent leur argent grâce à l'assurance. Malheureusement, derrière, une petite fille meurt et beaucoup ressortent blessés. Peter était en colère et ne comprenait pas pourquoi Urich, en voyant tout ça, n'était pas au moins choqué. Il s'avère qu'il estimait que penser trop à cela mènerait à la folie. Alors il préfère simplement ignorer et continuer à avancer. Parmi les photos qu'ils ont prises, Peter remarqua que dans la foule, il y avait Fancy Dan, l'un des hommes du gobelin. Il voulait donc aller voir la police pour demander une enquête. Mais Urich savait parfaitement que cela ne servait à rien. Car que ce soit la police, la ville ou même les assurances, tous étaient dans le même sac. Malgré cela, Peter était persuadé qu'il y avait certainement une personne capable de changer les choses. Hélas, la corruption montait jusqu'au sommet, donc aucune personne n'avait réellement le pouvoir d'intervenir. Alors Peter a commencé à lui raconter des histoires que l'oncle Ben lui avait racontées lorsqu'il était à l'armée. Tout cela pour lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas faire confiance à ceux qui ont le pouvoir et que c'était la responsabilité du peuple de les éliminer. Bon, vous l'aurez remarqué, lorsqu'on parle de l'oncle Ben, Urich ne se sent pas bien et pour esquiver tout cela, il demande à Peter de ramener les photos au Daily Bugle. Et lorsque Peter est parti, il finit en disant une phrase plutôt intéressante. Chacun prend sa part. En parlant bien sûr de l'alliance entre les criminels, les forces de l'ordre et les politiciens. Mais quand il dit ça, j'ai l'impression qu'il s'inclut là-dedans et que son travail serait certainement de ne pas partager les images qui dérangent. Et vous allez voir en suivant l'histoire qu'en réalité, oui, c'est bien cela. Le soir, Peter est venu le voir mais constate qu'il était un peu absent. Il s'avère qu'il se droguait et à ce moment-là, il était dans les nuages. Peu après, Urich reçoit un appel. Alors Peter répond et étrangement, on l'appelle Spider.
Spider. Mais Peter ne savait pas pourquoi on appelait Urich l'araignée. La personne lui donne énormément d'informations sur quelque chose qui devait se passer à 1h du matin à l'entrepôt de Rooney sur le quai. Les hommes du Gobelin devaient récupérer de la marchandise. Quoi exactement, on ne sait pas. C'était rapide et les informations semblaient codées, mais pas les adresses. Alors Peter note ce qu'il fallait savoir, car jusqu'à maintenant, il ne savait pas ce que faisait réellement Ben Urich. Comme prévu, à l'entrepôt, des gens sont venus récupérer une chose étrange, ressemblant à une araignée mi-bête, mi-humaine. C'est une statue. Le Gobelin voulait cette chose pour sa collection personnelle et on apprend que, d'après le Daily Bugle, la tribu qui a construit cette chose a reçu une malédiction. Quiconque la touche meurt sur le champ. Pour réceptionner cette marchandise, le Gobelin a envoyé Kraven mais aussi Fancy Dan. Dans tout ça, en essayant de transporter la caisse contenant l'araignée dans une des voitures, ils ont réussi à tout renverser. Une fois à terre, de nombreuses araignées sont apparues. Alors qu'à la base, il n'y en avait aucune, si ce n'est une statue qui les symbolisait. Fancy Dan sera alors recouvert de toutes ces bêtes. Et alors qu'il se faisait littéralement dévorer, Peter était juste au-dessus du hangar et voyait tout cela. La situation va complètement partir en vrille. Et au moment où Peter pensait être en sécurité, une araignée est apparue. N'ayant pas vraiment le choix, il ne bouge pas, tout en se disant à lui-même de ne pas faire de bruit. Ainsi, il sera mordu dans le silence. Sauf qu'à la différence de Fancy Dan, une bête gigantesque est apparue et lui a demandé « Pourquoi trembles-tu, petit homme ?» Il ne devait pas avoir peur, car sa morsure n'apporte la mort qu'à ceux qui ont de mauvaises intentions. Alors elle lui demande s'il voulait accepter la malédiction de son pouvoir. Il s'avère que cette araignée est une entité supérieure. Le temps est passé et lorsque Peter se réveille enfin, il ne comprend pas car à cet instant, il était suspendu dans les airs. Plus personne n'était dans le hangar. Dès lors, Peter avait complètement changé. Ses sens avaient augmenté et la première chose qu'il a remarqué concernait son agilité. La seule chose qu'il a pu dire à ce moment-là, c'est que cela était incroyable. Il a compris que la malédiction dont cette araignée parlait était des capacités surhumaines. On apprend qu'Osborn avait une influence considérable, à tel point qu'il dirigeait toutes ses affaires au centre de Manhattan, dans un penthouse gigantesque. Ce jour-là, Ben Urich était venu le voir, et on apprend qu'en fait Osborn le payait pour qu'il la ferme. Pour être plus gentil. Il s'avère qu'Urich était venu lui parler de l'incendie et sa venue était pour avoir des explications. Enfin, avoir des explications, c'est un gros mot. En fait, sa venue est sous couvert de demande d'explications, mais en réalité, ce qu'il voulait, c'est l'argent. Comme à son habitude, Osborn trouve des excuses. Alors, pensant l'avoir attrapé, il l'informe avoir des photos de Fancy Dan. Le problème, c'est que Fancy ne travaillait plus pour lui, car oui, il est mort. Urich avait bien plus d'informations que ça, mais comme toujours, on lui donne sa part du gâteau pour qu'il reste silencieux. C'est là qu'entre en jeu Noir. C'est sa première apparition en tant que Spider-Man noir. En l'espace de quelques instants, il a massacré tout le monde. Ses capacités sont juste incroyables. Impossible de lui tirer dessus. Et là, on remarque qu'Osborn n'était absolument pas effrayé par lui. Pour Osborn, on ne peut pas l'arrêter. Et la seule façon de l'arrêter, de le stopper net, serait de le tuer. Mais en faisant cela, Peter deviendrait un assassin. Alors Peter fait savoir qu'il était juste là pour faire passer un message. Il fait savoir que tout était fini. Que ce soit l'extorsion, la prostitution, tout son business s'arrêtait là. C'est alors que Peter voit Urich dans le couloir. Alors ce qu'il va faire, c'est le traquer. Une fois qu'il l'a retrouvé à l'extérieur, Peter cherche à avoir des explications car il ne comprenait pas comment Urich avait pu prendre l'argent d'Osborn et simplement se taire après tout ce qu'ils avaient vu. À ce moment-là, Ben le reconnaît et comprend que c'est Peter. Ce dernier décide de couper tout lien avec lui car en plus d'être un vendu, c'était un alcoolique et un toxico. Avant qu'ils ne partent, Osborn et ses hommes vont arriver et vider leur chargeur. Mais quelle fut leur surprise de voir qu'il bouge trop vite avec une agilité hors pair. En fait, ils pensaient qu'il avait attaqué Urich et Osborn va demander à Ben Urich d'utiliser ses contacts pour trouver l'identité de cette personne. Bien sûr, la prime serait assez conséquente. Mais pour la première fois, Urich refuse. Cette fois-ci, il décide de lui balancer son argent à la figure et simplement partir. Il voulait couper tout lien avec lui. On avait l'impression qu'il n'avait plus rien à perdre. Et c'est ce qui dérange Osborn, car un homme qui n'a rien à perdre est très dangereux. L'un de ses hommes veut le tuer, mais il ne peut pas car Osborn l'arrête.
La raison de cela est qu'Urich avait un gros dossier sur Osborn et il ne pouvait pas prendre le risque de le descendre et laisser ce dossier dans la nature. Après ça, Urich a contacté Jonah Jameson. Elle a informé avoir un gros dossier. Cela concerne le gobelin. Et ce qu'il veut, c'est lui livrer Norman Osborn. Il avait absolument tout, les noms, les photos, les dates liées à plusieurs meurtres et à de nombreux autres méfaits. Il connaît toute son organisation. En entendant tout ça, Jameson lui demande de rester chez lui, car il ne pouvait pas sortir avec un tel dossier. Il allait donc le rejoindre afin de décider de tout ce qu'ils allaient faire avec tout ça. Urich espérait que Jameson fasse un gros coup, quelque chose qui ferait trembler la ville. Alors, quelque temps plus tard, un homme est venu frapper à sa porte. Il ouvre la porte, mais une arme était dirigée vers lui. Ainsi, il est mort. Quant à Peter, il est rentré chez lui pour récupérer les affaires de son oncle afin de fabriquer son costume. Il a pris son uniforme militaire, dont l'oncle Ben n'était pas vraiment fier car à l'armée, il a vu beaucoup de choses vraiment horribles, notamment venant des dirigeants, de ceux qui leur donnaient des ordres. Ce que voulait faire Peter, c'était lui rendre hommage, récupérer sa tenue militaire et en faire quelque chose dont il en serait fier. D'ailleurs, il estimait être dans une sorte de guerre. Et en réalité, quand on fait attention, quand on regarde l'histoire, oui, il a raison. Et ici, on apprend que la personne qui a tué l'araignée, à savoir Benjamin Urich, n'est autre que Jonah Jameson. Peter avait raison. Il ne fallait faire confiance à personne. Depuis lors, il est devenu Spider-Man noir. Et sa particularité est qu'il possède un revolver. Alors ce n'est pas la seule particularité, mais ça rajoute quelque chose de plutôt classe. Ça rajoute un côté radical au personnage que je trouve être assez intéressant. Alors dans l'histoire, on comprend rapidement que Peter ne croit pas en la magie. Cependant, les faits sont là. Il a été mordu par une araignée qu'il qualifie d'être supérieur mythique et a obtenu des pouvoirs. Malgré cela, il pense que cela peut s'expliquer par la science. Alors bien sûr, pour le moment, il ne cherche pas à expliquer comment il a obtenu ses pouvoirs. Il a juste décidé d'utiliser ses pouvoirs dans le but d'abattre le gobelin. Seulement, il avait besoin d'un allié. C'est pourquoi il est parti voir son ami Urich. Car même s'il n'était pas totalement bon, il n'était pas non plus mauvais. Malheureusement, dans son appartement, il découvre un corps inerte. Et cet événement l'affecte énormément. Pour commencer, il a contacté la police en indiquant être celui qu'il a trouvé et que la porte était ouverte à son arrivée. Certains se demanderont si ce n'est pas lui le coupable, mais personne ne pouvait l'accuser car aucune preuve ne le liait directement à ce meurtre. Et c'est lui justement qui l'a signalé. À la fin, Peter est libéré, mais ce dernier était en colère car il est certain que le gobelin était derrière le meurtre. D'ailleurs, le gobelin était lui aussi très en colère, car Urich ne portait pas le nom de l'araignée pour rien. Il avait collecté énormément d'informations à son sujet, et Jameson avait fouillé tout l'appartement sans rien trouver. C'est justement ça qui le met en colère. Osborn se met donc à le menacer. Il promet de le tuer s'il venait à lui cacher des informations. Il savait parfaitement que ce n'était pas fini, car si Urich n'avait plus ces documents, cela signifiait qu'une autre personne les possédait, et cette personne avait le pouvoir de les révéler publiquement. Il se pose donc la question, vers qui la confiance d'Urich se dirigeait-elle ? Un soir, alors que Peter marchait, un homme vient le voir et le conduit vers une autre personne. Cette personne n'est autre que Cecilia, qui lui présente ses condoléances, mais surtout lui fait savoir que Ben n'était pas une mauvaise personne et qu'il l'appréciait. Elle explique aussi que c'est à cause de cela qu'il est mort, car il a tout sacrifié pour révéler la vérité. Ben Urich l'avait appelé avant sa mort et il devait savoir qu'il ne lui cachait jamais rien. Ce qui signifie aussi qu'il a pu révéler l'identité de Peter à ce moment-là. On apprend que c'est à elle qu'il avait confié tous les dossiers concernant le gobelin. Il lui avait dit que si quelque chose venait à lui arriver, alors il fallait contacter Peter. Mais Peter ne devait pas ramener tout cela au Bugle, ni les donner à qui que ce soit. Il devait les garder et les utiliser, et surtout ne faire confiance qu'à lui-même. À cet instant, Peter ressent du regret et dit que s'il avait su ce qui allait arriver à Ben, alors il ne l'aurait jamais incité à devenir comme lui. Depuis lors, il est resté dans une confusion totale. Il ne comprend pas pourquoi il ne fallait pas contacter le Daily Bugle, ni pourquoi Ben ne s'était pas adressé à eux et ne leur avait pas donné ces informations. Lorsque sa tante vient lui parler d'Urich, pour lui ce n'était qu'un lâche et un menteur. Alors tante May, étant une personne bien plus raisonnable, lui fait savoir que quoi qu'il ait pu faire ou ne pas faire, Urich avait bien agi envers lui. Et en retour, Peter devait bien agir envers Urich. Quelque temps plus tard, ses funérailles ont été organisées. Et ce jour-là, Jameson était présent et voulait particulièrement parler avec Peter. Il essayait de le manipuler, de voir s'il était vraiment proche d'Urich et si ce dernier lui faisait vraiment confiance. C'est là
là qu'un étrange Spider-Sense s'active. Ce Spider-Sense n'est pas comme celui du Spider-Man qu'on connaît, il est complètement différent et d'ailleurs il détecte les intentions des gens. Non pas l'action qui reflète un danger comme avec le Spider-Man qu'on connaît. Son Spider-Sense avait détecté quelque chose chez Jameson. Peter décide alors de tout nier et fait comprendre qu'Urich était discret et ne lui avait rien confié. Et à ce moment-là, il en profite aussi pour annoncer qu'il allait quitter le Daily Bugle afin de reprendre ses études en sciences. Depuis cet instant, il comprend qu'il ne peut faire confiance à personne. Il reprend son costume et se donne un but. Pour lui, tout cela avait un sens. Le fait qu'il ait reçu la morsure de l'araignée voulait tout simplement dire qu'il devait utiliser ses pouvoirs pour s'en prendre à ceux qui font le mal. Désormais, il fonctionne comme Batman. Chaque nuit, il sort pour détruire les affaires du Gobelin. Et il possède un avantage considérable. Les dossiers d'Urich contenaient tous les lieux de trafic et toutes les informations concernant les business du Gobelin. Peter intervient alors à chacun de ces endroits, provoque un véritable chaos afin de nuire à ses activités. Et à chaque apparition, il laisse derrière lui une carte de visite pour faire savoir au Gobelin que c'est encore lui. Depuis lors, il est reconnu dans toute la ville comme une sorte de monstre. Une araignée dangereuse qui sème la terreur, image largement entretenue par le Daily Bugle. Comme prévu, le business d'Osborn est fortement affecté. Les personnes qui le financent commencent à être impatients, car elles pensaient qu'Osborn contrôlait toute la ville. Et bien sûr, jusqu'ici c'était vrai, que ce soit la police, le maire, les syndicats, toute la ville était sous son contrôle. Mais désormais, un intrus pose problème. On laisse donc une semaine à Osborn. S'ils n'éliminent pas cette personne, ils iront chercher leur protection ailleurs. Osborn commence alors à faire les liens. Il est certain que Noir savait tout à son sujet et pense qu'il possède les dossiers d'Urich. Alors rapidement, il croit avoir trouvé le coupable, le jeune Peter. Et si ce n'est pas lui, alors c'est Felicia Hardy. C'est alors qu'un homme affirme avoir vu Peter dans l'établissement de Felicia. Cet homme est Ox. Et il est vrai que lorsque Peter était venu voir Felicia, Ox était présent. Osborn ordonne donc qu'on retrouve Peter. Avec le temps, Peter constate qu'il se fait lyncher publiquement par Jonah Jameson, qui le fait passer pour la pire des ordures, en prétendant qu'il s'en prend à des gens respectables. Peter décide alors d'aller lui rendre une visite, persuadé qu'il est lié au Gobelin. On remarque une différence intéressante. Contrairement au trailer récent de la série Spider-Man Noir, ici il n'utilise pas de toile pour se déplacer, seulement son agilité. Alors non, cela ne signifie pas qu'il ne possède pas de toile, il les utilise uniquement pour combattre. Est-ce qu'il ne sait pas les utiliser? Je ne sais pas. Lorsqu'il se rend au bureau de Jameson, il remarque l'absence de lumière, ce qui est étrange. Alors il s'introduit à l'intérieur. Mais à cet instant, il découvre Jameson dans un sale état. Il semblerait qu'avant son arrivée, quelqu'un s'en était pris à lui. Avant même de comprendre la situation, les forces de l'ordre apparaissent. À ce moment-là, il s'est dit que c'était un piège. Peter prend donc la fuite, mais ne comprend pas comment il savait qu'il viendrait. En réalité, ce n'était pas vraiment un piège, car Jameson pensait lui aussi qu'il venait pour le tuer. Et vous allez comprendre un peu plus tard que l'affaire est bien plus complexe que cela. Et dans cette affaire, il commence à se questionner et ne comprend pas pourquoi Jameson a vendu ses principes pour travailler avec Osborn. Il enquête alors et découvre énormément d'informations sur la bande du Gobelin, certains étant de véritables monstres. Et une information en particulier va attirer son attention. Il décide alors de se rendre à la morgue où se trouve le corps de Jonah Jameson. Arrivé, il décide de toucher son visage et constate que ce n'était pas Jonah, c'est un leurre. Le coupable de tout cela est Dimitri Smerdyakov, aussi appelé le Caméléon, demi-frère de Kraven. Il est capable de modifier parfaitement son visage pour imiter n'importe qui. Et depuis qu'il avait été recruté par Osborn, il avait en quelque sorte disparu des radars. Et cette mission était sa plus grande œuvre, sa plus grande performance, à tel point que personne n'avait remarqué que ce n'était pas Jonah Jameson. Quant au véritable Jonah Jameson, Osborn l'avait capturé pour obtenir des informations. Il avait aussi capturé Felicia Hardy, mais il manquait un invité, à savoir Peter Parker. Osborn envoie alors quelqu'un pour aller le chercher. Arrivé dans son appartement, il n'y avait personne, si ce n'est Tante May qui était venue lui rendre visite. Elle sera donc attaquée par le vautour, qui ne va pas vraiment la tuer, mais plutôt la torturer en lui faisant clairement comprendre que c'est lui qui a dévoré son mari, à savoir l'oncle Ben. C'est là que Noir apparaît. Et on remarque qu'à la différence de Spidey de l'univers principal, ce dernier reste calme, même dans les situations où les choses vont mal pour lui.
lui. Alors pour le provoquer, le vautour lui demande à quelle vitesse il pouvait aller. S'il serait assez rapide pour l'empêcher de lui briser le cou avec sa mâchoire. Spider-Man reconnaît ne pas être aussi rapide, mais que les balles étaient bien plus rapides que lui. En voyant la froideur de Noir, Tante May lui demande d'arrêter, mais sans aucune hésitation, Noir vide son chargeur sur lui. Tante May lui reproche de l'avoir tué, d'avoir abattu froidement un homme qui était désarmé, et ira jusqu'à lui demander pour qui il se prenait. Et en fait, en voyant tout cela, on a l'impression qu'elle avait de l'espoir lorsque Spider-Man était apparu. Elle s'attendait certainement à ce qu'il fasse la différence, à ce qu'il ne soit pas comme les autres. Mais ici, elle remarque qu'en fait, c'est pareil. Peter était parfaitement conscient que Tante May ne le comprenait pas. Et il finira même par dire que les journaux avaient raison à son sujet. Il se croit au-dessus des lois, mais il devait savoir qu'il n'était rien sans règles de conduite. Et en soi, elle a raison, car si tout le monde se met à faire ce qu'il veut, en quoi serait-il différent du gobelin et des corrompus? À la fin, elle réclame son arme, mais Noir refuse de la lui donner, car il avait une mission à terminer. Il estime que s'il ne fait rien, alors tout cela ne s'arrêtera jamais. Il accepte donc de passer pour le méchant, et quelque temps plus tard, il se rend dans un lieu appelé la Maison de la Torture. Car si Jameson avait été gardé en vie, alors c'est dans ces lieux qu'il devait être. Et il avait raison, car là-bas, il découvre qu'Osborn et ses hommes avaient capturé Felicia. Jonah Jameson avait été placé dans une sorte de cage. Officiellement, comme vous le savez, il a été déclaré mort. Et la personne tenue pour responsable est Spider-Man. C'est là qu'on comprend rapidement ce qui s'est passé le jour de la mort de Ben Urich. Ce jour-là, Felicia était présente et avait vu Jonah Jameson tuer Ben Urich. Après avoir vu cela, elle avait pris ses dossiers avant de les cacher dans le Black Cat, dont elle était propriétaire. Comment a-t-elle pu prendre la fuite? Eh bien, par les escaliers derrière l'immeuble. Une fois les dossiers en sécurité, elle est partie voir Jonah Jameson avant de lui tirer plusieurs balles. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est comment il n'était pas mort, car elle savait parfaitement qu'elle n'avait pas manqué sa cible. Il s'avère que la personne qu'elle avait tuée n'était pas Jonah Jameson, mais un homme engagé par Osborn et déguisé pour le remplacer. Cet homme était le demi-frère de Kraven, à savoir Dimitri, aussi appelé le Caméléon. Résultat, ils ont donc capturé Felicia pour se venger de sa mort, sauf qu'elle va se défendre et au passage briser la coquille d'Osborn, ce qui le met dans une rage incontrôlable. Pour cette action, il décide de lui donner une mort douloureuse. Il veut la jeter dans les araignées qui ont donné à Peter ses pouvoirs. Mais avant cela, il devait attendre le vautour, qui d'ailleurs devait amener Peter Parker. C'est là que Noir intervient et fait savoir qu'il ne reviendra pas, car il était mort. À cet instant, il livre un combat particulièrement violent. L'agilité de Noir est assez folle et ses sens lui permettent d'éviter les balles. En voyant cela, Osborn utilise Felicia comme otage et bouclier, puis en profite pour libérer le tigre blanc se trouvant dans la cage de Jonah Jameson. Spider-Man se jette alors dans la cage et arrête la bête grâce à une force qui reste encore difficile à mesurer. On peut imaginer qu'il possède à peu près les mêmes capacités que l'original et qu'il peut certainement soulever plusieurs tonnes. Au même moment, Osborn en profite pour prendre la fuite. Lorsque Peter tente de le rattraper, Kraven intervient pour l'arrêter. Noir l'envoie alors contre la vitre contenant les araignées, qui, pour rappel, ne tue pas ceux qui sont bons, mais uniquement ceux qui possèdent de mauvaises intentions. Ainsi, Kraven va subir une mort lente et douloureuse. Quant à Norman Osborn, il a pris la fuite dans les égouts, et alors qu'il s'enfonçait dans ces lieux, une ombre apparaît derrière lui, et Felicia lui fait savoir que c'était fini pour lui. Noir l'avait retrouvé et lui demande s'il avait peur des ombres, avant de se jeter sur lui et de demander à Felicia de partir. En voyant cette scène, on pourrait penser que c'en est fini de lui. Mais la réalité est tout autre. Il s'avère que cette apparence n'était pas sa véritable forme. Une fois que sa fausse peau se déchire, on découvre un autre Norman Osborn. Et le gobelin en profite pour retirer le masque de Spider-Man et ainsi découvrir sa véritable identité. Il s'avère que Norman est devenu ce qu'il est par vengeance, pour se venger de ceux qui le traitaient de monstre. Il a donc créé tout un empire criminel afin d'obtenir le respect. Et il explique que lorsqu'une personne voit son véritable visage, elle devait savoir que l'un d'entre eux devait mourir. Dans cette situation, soit Peter a assez de courage pour le tuer, soit c'est lui qui meurt. Mais on remarque que tout cela ne l'affecte pas. Comme si prendre la décision de l'éliminer n'était pas vraiment un dilemme pour lui. Osborn le provoque en l'incitant à appuyer sur la gâchette, ce qui fait que sa haine augmente. Il revoit tous les malheurs que Norman a causés depuis qu'il est apparu dans leur vie et
finalement, les paroles de Tante May ont vaincu sa haine et sa colère. Les paroles de Tante May furent les suivantes. Elle ne veut pas vivre dans un monde où les gens s'entretuent comme des animaux. C'est pourquoi Peter refuse de le tuer. Et d'ailleurs, il estime que le tuer lui faciliterait la tâche. Pour lui, sa véritable punition serait d'être jugé pour ses actions. Ne pouvant pas l'accepter, Osborn tente de le tuer. Alors Noir utilise ses toiles pour arrêter la balle. La balle est stoppée par la toile de Noir, provoquant un dysfonctionnement de l'arme. Cela montre que les toiles de Spider-Man Noir sont bien plus résistantes que celles du Spider-Man classique. Et j'avoue que j'aime beaucoup cela, car cela ajoute un élément qui le différencie réellement du Spider-Man classique et montre qu'il n'est pas simplement une copie. Alors, bon, il y a plein de trucs qui font qu'il est beaucoup plus différent du classique. Mais c'est quand même un truc en plus que j'apprécie. Dans cette situation, Osborn tente de prendre la fuite, car il ne veut pas qu'on le remette dans une cage. Malheureusement pour lui, il ne pouvait pas vraiment s'échapper. Les araignées qui avaient dévoré Kraven apparaissent avec son corps avant de le dévorer à son tour. Ainsi, Osborn est emporté par les conséquences de ses actes. Dans l'histoire, on remarque qu'à la fin, Peter est devenu triste. Il a complètement changé et on dirait qu'avec tout ce qu'il a vécu, eh bien, il a perdu une partie de lui. À la fin, il se rend compte que malgré ses pouvoirs, son oncle n'était plus là et il aurait aimé être présent pour le protéger du mal qu'il a frappé. 2 mois plus tard, on lit dans les journaux que de nombreuses personnes haut placées étaient impliquées dans des affaires sombres et criminelles. Et Peter a fait en sorte que le nom de Benjamin Urich soit mentionné, afin que ce soit lui qui obtienne la reconnaissance pour cette victoire contre les groupes criminels. Après tout ça, Peter rend une dernière visite à une personne qui n'est autre que Felicia. Le but était de savoir, avait-elle quitté Benjamin Urich pour Osborn? Il s'avère qu'elle avait bien une relation intime avec Norman Osborn, ce qui explique pourquoi elle refusait de se marier avec Ben Urich. Alors ce jour-là, Peter tenait à lui donner quelque chose. Les souvenirs heureux que Ben avait conservés. Et après ça, il a tout simplement disparu. Depuis lors, tout est revenu en quelque sorte à la normale. Certes, la criminalité n'a pas totalement disparu, mais la corruption a nettement chuté. Tante May a repris ses activités, à savoir son combat pour les droits du peuple. Peter était devenu encore plus sombre. Il était conscient que les monstres existaient toujours. Mais quoi qu'il arrive, pour lui à la fin, ce sont les gentils qui doivent l'emporter. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? À la base, je ne comptais pas vous faire une histoire aussi longue, aussi détaillée, mais plutôt un résumé assez grossier qui au moins raconte l'histoire. Cependant, je l'avoue, j'ai rencontré un petit souci. En fait, je me suis rendu compte qu'en suivant l'histoire et en comprenant sa profondeur, cela aurait été une erreur de raconter l'histoire comme un simple résumé. Vous ne comprendriez pas dans quel univers Peter a évolué, vous ne comprendriez pas ce qui l'a rendu aussi sombre, aussi en colère et surtout aussi impitoyable. Donc oui, dans certaines histoires, et je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec moi, je préfère détailler et voir en profondeur l'histoire pour mieux comprendre le personnage, dans quel univers il a grandi, il a évolué. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Le nom du comics est en description, surtout si vous avez envie de redécouvrir l'histoire avec votre point de vue. Autre chose, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch. Je suis en live tous les soirs et je vous attends les gars. N'hésitez pas à venir soutenir. Merci à ceux qui viendront et merci à ceux qui sont venus jusqu'à maintenant. On se retrouve au prochain épisode.